Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous l'avoir enfin tournée. Ça fait juste 2 ans que je procrastine la sortie de cette chaîne. Donc il était temps de s'y mettre. Alors aujourd'hui on va parler de PMA et de ce que j'aurais voulu savoir avant de démarrer mon parcours en 2019. Ce qui m'aurait aidé, ce qui m'aurait fait gagner du temps et ce qui aurait fait que je me serais sentie un petit peu moins seule surtout. Sur cette chaîne, je vais beaucoup parler de PMA en ce moment parce que j'y suis, mais pas que, parce que je suis aussi une maman. J'ai eu la chance d'avoir déjà un premier enfant grâce à la PMA, grâce à une FIV. Donc je parlerai aussi de tout ce qui a trait à la maternité, au fait de devenir mère, à ce que ça implique dans notre tête et dans notre organisation. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'imagine que vous êtes en PMA ou en tout cas que vous vous renseignez sur la PMA si vous avez cliqué sur cette vidéo. Sachez que derrière, il y aura aussi d'autres contenus maman. Donc, je me suis fait une petite fiche pour ne rien oublier et surtout pour aller à l'essentiel. Donc j'ai choisi de vous parler de 4 gros points qui sont vraiment pour moi les principaux. Le choix du centre, le côté professionnel à côté de la PMA, les traitements bien sûr parce que ça faut en parler. Et il va y avoir tout ce qui va être la gestion de l'entourage. Alors le choix du centre. Il y a un truc que je savais pas quand j'ai démarré la PMA, c'est qu'il y avait plusieurs centres et qu'il y avait des centres publics et des centres privés. Donc il faut savoir déjà une chose, je vais tout de suite démystifier le côté centre privé, parce que moi-même je pensais qu'en privé il fallait tout payer de sa poche, ce qui n'est absolument pas le cas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour les centres privés, vous avez des dépassements d'honoraires. Mais la plupart du temps, les mutuelles prennent en charge ces dépassements d'honoraires. Donc surtout, ne vous fermez pas la porte à un centre privé. Par contre, voyez bien avec votre mutuelle ce qu'ils vont prendre en charge parce que les niveaux de remboursement, bien entendu, ne sont pas les mêmes partout. Pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai déjà fait une ponction dans le public et plusieurs ponctions dans le privé. Dans le privé, j'ai toujours à avancer des sous. En l'occurrence, à chaque ponction, j'avance 250 euros. Et ma mutuelle ne me rembourse pas tout. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte si vous voulez aller dans le privé. Mais sachez que ce n'est pas infaisable. Je veux dire par là que vous n'avez pas à payer 5 000 euros votre FIV. C'est vraiment des dépassements qui peuvent être intégrés dans un budget, mais il faut le savoir avant d'y aller. Donc vraiment, le choix du centre, c'est important pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau géographique, bien évidemment, essayez toujours de prendre le centre le plus proche de chez vous, parce que vous allez avoir beaucoup d'allers-retours à faire et que si vous prenez un centre qui est à 90 km, ça va être très compliqué. Après, j'entends, chacun habite là où il habite et on n'est pas forcément à côté d'un centre PMA. Alors moi, j'ai commencé dans le public et ensuite je suis allée dans le privé. Dans le centre où j'étais en public, il ne faisait aucun examen sur place. C'est-à-dire que je devais me débrouiller pour faire les prises de sang dans un labo. Bon, ça va, en général, on en a toutes un pas trop loin de chez nous. Par contre, pour ce qui est des échographies sur le monitoring, la surveillance du cycle, j'en parlerai après un peu dans les traitements, là, il fallait que je me débrouille à trouver des rendez-vous écho dans un cabinet privé. C'était l'enfer. Je perdais 2 heures à chaque fois pour faire les deux. C'était vraiment une catastrophe. En plus, il fallait que ce soit fait très tôt le matin. Il y avait une certaine heure à pas dépasser. Donc vraiment, c'était très difficilement gérable. C'est une des raisons qui m'a poussée à aller regarder comment ça se passait au niveau du privé. Parce que, en tout cas, dans le centre où je suis, il y a un labo juste au-dessus, donc dans le même bâtiment, et ils font les échos sur place. Autant vous dire que ça change tout sur l'organisation que ça demande. Parce que oui, la PMA, ça va vous demander une vraie organisation et ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc voilà, si vous pouvez avoir un centre comme ça, je vous assure que ça vous allégera la charge mentale. Dans le choix du centre, je vais aussi parler du choix de là où le gynécologue qui vous suivra. J'ai eu que des femmes sur 5-6 ans de PMA, donc je ne sais pas s'il y a des hommes, il doit y en avoir. En tout cas, le choix du gynécologue va être primordial. Si vous n'avez pas le feeling avec la personne que vous rencontrez, si vous sentez qu'au fur et à mesure de votre parcours, la relation se dégrade, j'entends par là, on ne vous écoute pas, on ne prend pas forcément au sérieux vos symptômes, on ne creuse pas ce qu'on devrait creuser, n'hésitez surtout pas à changer. N'attendez pas des mois, voire des années avant de changer si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une ou un professionnel de la santé. La gynécologue qui va vous suivre, elle va vous suivre pour un moment. Je vous souhaite vraiment de tout cœur que ce parcours ne dure pas longtemps, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ça dure assez longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette personne-là, vous allez la voir très souvent, vous allez faire des examens avec elle, du coup, si elle vous fait les échos, et donc c'est une personne qui va quand même rentrer dans votre intimité et que vous allez très souvent voir. Si cette personne-là, vous vous entendez pas avec, si vous sentez qu'il y a de l'animosité, si vous sentez que... Mais peu importe en fait, n'hésitez pas à changer parce que je vous assure que sur le coup, vous allez avoir l'impression
de perdre du temps parce que vous allez devoir reprendre des rendez-vous et qu'il y aura un peu de délai. Mais sur le long terme, c'est ça le pire, c'est rester avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Voilà. Après, on est bien d'accord qu'on fait en fonction aussi de ce qu'on peut et de ce qu'on a autour de chez soi, ça c'est sûr. Ensuite, je voulais vous parler de tout ce qui est travail. Alors, si vous êtes salarié, sachez qu'il y a une loi qui vous protège et qui vous permet d'avoir des absences justifiées et payées pour aller à vos examens PMA. Je vous mettrai l'article par ici ou en barre d'infos. L'inconvénient de cette loi, c'est que bien évidemment, vous allez être obligé de le dire à votre employeur, au service RH, à votre patron. Le problème, c'est que vous n'avez aucune idée de comment votre hiérarchie va prendre la chose. On sait déjà que ça peut être compliqué quand on est enceinte de l'annoncer à son patron. Là, vous allez devoir l'annoncer avant d'être enceinte. Autant vous dire que ça ne se passe pas forcément toujours bien dans toutes les entreprises. Mais sachez qu'ils n'ont pas le droit de vous refuser ça. En fait, ce n'est pas une autorisation que vous leur demandez, vous les informez. Donc, vous écrivez un mail à votre service RH en citant le texte de loi et en expliquant que vous démarrez un parcours PMA, etc. Je l'ai fait, je l'ai vécu en entreprise. Ça s'est bien passé, la RH était très bienveillante, il n'y avait pas de souci là-dessus. La gestion des collègues, c'est autre chose parce que, évidemment, quand vous commencez à 8h30 le matin et que vous arrivez plusieurs jours de suite à 10h parce que vos examens, vous les avez fait à droite à gauche, bah forcément, ça crée des questionnements chez les collègues suivant où vous travaillez. Tout ça pour vous dire que oui, la loi vous protège. Je crois même qu'elle vous protège au même titre qu'une femme enceinte. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être licencié pour ce motif-là. Bon, alors après, c'est toujours pareil. Dans les faits, on peut vous dire que ce n'était pas pour ce motif que vous alliez être licencié. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un sujet touchy, le travail, vraiment. Sachez que les examens se font le matin tôt, donc entre 7h et 9h30 en général maximum. Tout ce qui est écho, tout ce qui est prise de sang, parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Donc, suivant le travail que vous avez, suivant si vous avez des horaires aménageables, suivant si vous pouvez faire du télétravail, je ne sais pas, ça peut être possible, entre guillemets, de le cacher. Voilà. Donc, à vous de voir les relations que vous avez avec votre employeur, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, mais en tout cas, ça existe et n'hésitez pas à vous en servir si vous en avez besoin. Je crois même que le conjoint a aussi le droit d'avoir des absences injustifiées pour vous accompagner. Alors, pas pour vous accompagner pour les échos, mais pour tout ce qui est rendez-vous obligatoire à deux, parce que vous allez avoir des bilans, de la fertilité à faire, il va falloir que vous soyez là tous les deux pour donner des consentements, etc. Donc le conjoint aussi, il y a le droit. Voilà. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, de toute façon. Point suivant, ça va être donc les traitements. Alors les traitements, je pense que j'en ferai une vidéo complète, parce que pour le coup, j'ai eu la chance de tester beaucoup de protocoles différents, beaucoup d'injections différentes, etc. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les traitements, sur les effets secondaires en profondeur et sur les piqûres, etc. Voilà, je pense que ça peut être utile. Enfin, moi, ça m'aurait été utile, donc je vais me permettre de la faire. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous servir. Comme ça me confortera dans mon idée. C'est ce qui fait le plus peur au début, et à juste titre. Vous avez bien sûr les fameuses injections à faire pendant les phases de stimulation. Mais vous pouvez aussi avoir des cachets à prendre et des ovules à mettre en bas. Voilà. Pour le côté glamour. Allez, on est en PMA. Hein. Alors là, pareil, hein, petit aparté, si vous êtes pudique, si vous avez du mal avec les examens gynéco, etc., ou avec les prises de sang, préparez-vous parce que honnêtement, il ne faut pas avoir de pudeur dans ce genre de parcours. Hein. Tous les 4 matins, vous êtes les 4 fers en l'air à vous faire trifouiller, enfin voilà. Les prises de sang, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, blindez-vous par rapport à ça parce que c'est pas évident. Donc, que ce soit insémination ou FIV, ça c'est pareil, je ferai aussi une vidéo pour expliquer les différences, etc. Ça sera la même que pour les traitements. Mais en tout cas, c'est grosso modo la même chose pour les deux. Donc, il peut y avoir des phases préparatoires où vous allez avoir des cachets. Ça va dépendre de ce que vous allez avoir comme protocole. Hein. Moi, je ne suis pas médecin. Ça, ils vous l'expliqueront. C'est pas le but de la vidéo et c'est pas pour ça que vous êtes là. Le protocole, on va vous le donner. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire sur les traitements, c'est que oui, les piqûres au début, il faut prendre le coup de main. Oui, ça fait peur. Oui, vous pouvez vous les faire vous-même. Parole d'une ancienne phobique des piqûres, mais vraiment, moi j'avais la phobie, c'était une horreur. Quand j'allais faire des prises de sang, je mettais carrément le patch anesthésique tellement j'avais peur. Donc on partait de très très loin. J'ai quand même réussi à me les faire moi-même. Je crois, si c'est toujours pris en charge par la Sécu, que vous pouvez demander une ordonnance pour avoir une infirmière qui vient à domicile pour vous les faire. Alors là, à confirmer avec votre centre, parce que je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais si c'est le cas, bah, du coup, il y aura une infirmière qui viendra tous les soirs, parce que c'est le soir, les injections, pour vous piquer. Voilà, si vraiment vous n'y arrivez pas. Avant de vous dire que vous faites venir une infirmière,
Essayez peut-être, si vous n'arrivez pas à vous piquer, à demander à votre conjoint ou votre conjointe de le faire. Ce que je ne savais pas quand j'ai commencé les piqûres et qu'on ne m'a pas dit à mon centre, c'est que sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui montrent comment faire les injections, vraiment. Donc vous tapez le nom de votre produit, Ménopure injection, et il y a des vidéos. Donc ça c'est top, n'hésitez pas à les regarder. Moi je les ai regardées 10 000 fois avant de me piquer. C'est normal d'avoir peur. Les premières sont difficiles, mais on prend le coup de main. Après, n'ayez pas peur, vous pouvez vous faire des bleus aussi. Et surtout en fin de stimulation, moi je sais qu'il y a des moments où j'arrive plus à me piquer en fait. J'arrive plus parce que mon corps il en a marre. Donc tout ça je vous le dis, ça peut être douloureux. Vous pouvez vous louper, vous faire des bleus, vous pouvez en avoir marre. L'impression que votre corps il fait un peu une carapace et qu'il veut plus que vous le piquiez. Voilà, ça arrive et c'est vraiment pas cool mais c'est comme ça. Je trouve vraiment que les effets secondaires sont ultra minimisés. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous les mets là, TikTok, Instagram, je partage des petits morceaux de mon parcours et de mes ressentis, n'hésitez pas à me suivre. Je trouve que les effets secondaires sont ultra minimisés. On ne nous en parle pas du tout, ou très peu, et vous verrez qu'à chaque fois que vous en parlerez à votre centre, ils vous diront oui, c'est normal, c'est normal. Oui, ok. Alors, je vous les liste très rapidement, liste non exhaustive et qui s'applique à ce que moi j'ai vécu et de ce que j'ai vu dans les commentaires de ce que je poste sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas une généralité ou une vérité absolue. Non, vous n'aurez pas tous les symptômes que je vous cite, mais gardez en tête que c'est possible. Si ça peut vous éviter de devenir folle comme moi j'ai cru que je l'étais avec mes symptômes, voilà. Donc, hyper fréquent, maux de tête, maux de ventre bien sûr, ça tire dans l'utérus, gonflement de tout le corps. Nausées, grosso modo des symptômes similaires à des débuts de grossesse, hein. C'est super sympa, c'est que à chaque fois vous pensez que c'est un début de grossesse, en fait c'est juste les médicaments. Enfin en fait c'est difficile de distinguer les deux. Syndrome dépressif, alors ça j'ai fait le lien qui a très peu de temps, alors que ça fait plus de 5-6 ans que je suis en PMA. Regardez sur les boîtes de progestérone et compagnie, si vous avez l'impression que vous êtes déprimé, que vous êtes vraiment pas bien mentalement, c'est pas que le stress ou c'est pas que le fait d'être en PMA, c'est vraiment un effet secondaire qui est noté sur les boîtes de médicaments. Donc ça fait peur quand même, hein. Enfin moi ce qui me fait peur c'est qu'on ne m'est pas prévenu, je trouve ça complètement aberrant. Donc voilà, syndrome dépressif. La progestérone, je déteste, et visiblement vous aussi, hein, encore une fois, vu les commentaires que j'ai reçus, c'est chaud la progestérone. La progestérone, moi, ça m'empêche de dormir, j'ai des insomnies de fou et je fais des cauchemars de fou. Voilà. Et cette sensation de gonflement général qui ne part pas de toute la stimulation. Après, il y a tout le côté ponction et les effets secondaires de la ponction aussi. Pareil, j'en ferai d'autres vidéos parce que c'est long et que je préfère expliquer un petit peu comment se passe une ponction et comment se passent les protocoles dans une autre vidéo. Alors je sais, c'est pas du tout glam ce que je vous raconte, c'est pas cool, mais honnêtement, c'est réaliste. Donc c'est pas pour vous faire peur, c'est vraiment pour que vous soyez le plus préparé possible. Et alors, dernier point qui est extrêmement important, je trouve, c'est la question de l'entourage. Alors ça, c'est un point qui est assez délicat, je trouve. Parce que vous voyez, 5 ans après, je suis toujours divisée sur est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire. Alors je m'explique. Le problème quand vous annoncez quelque chose comme ça, c'est que si les gens n'ont pas vécu ce que vous allez vivre, ils risquent fortement de ne pas comprendre et d'être maladroit. Ou au pire, de carrément vous faire des remarques déplacées. Alors, j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez, bien sûr. Mais si vous pouvez, dites-le à des personnes vraiment de confiance. Donc, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr, hein. Franchement, là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun et de chacune. Et surtout, ça dépend vraiment de votre entourage. Mais sachez que les gens peuvent être maladroits, les gens peuvent être méchants, les gens peuvent ne pas savoir quoi dire, en fait. Et le soutien que vous attendez, des fois, c'est pas évident. Alors, je veux pas être défaitiste, mais moi, il y a plusieurs personnes à qui je l'ai dit et que j'ai regretté derrière. Parce qu'en fait, soit ils m'ont rien apporté, soit ils ont carrément des remarques et des comportements qui sont déplacés, en fait. Donc, à prendre avec des pincettes. Parce que, encore une fois, ces gens-là ne vivront pas ce que vous vivez et on ne peut pas leur en vouloir. Ils peuvent vous dire des choses qui ne vous aideront pas. Et des fois, vous allez vraiment être déçus parce que le soutien ne viendra pas forcément des personnes auxquelles vous pensiez à la base. Donc, à refaire, je le dirais à moins de personnes. Je ne l'ai pas dit à la terre entière, hein, mais enfin bon, maintenant je m'expose sur les réseaux, c'est autre chose. Mais je pense que je l'aurais dit à moins de monde. Je pense qu'au début, on est un peu dans l'euphorie du truc, on a envie que les gens nous soutiennent, nous comprennent.
Mais c'est un parcours qui peut durer tellement longtemps que au début vous allez avoir des messages gentils et tout, et après ça va s'étouffer quoi. Donc voilà, après ça c'est délicat, vraiment délicat. Ça peut être un sujet même de moquerie dans certaines familles, ça peut être un sujet où on va vous balancer des petits pics comme ça, ou alors les gens vont pas vraiment s'intéresser à votre parcours, et c'est ok parce que tout le monde peut pas être dans la vie de tout le monde, hein, vraiment. Donc voilà, question délicate, vraiment question délicate. Le top du top du top, ce serait d'avoir une amie qui est passée par là, ou qui y est en même temps que vous, ou qui a quelques mois d'avance. Alors ça, ce serait génial, enfin pas génial pour elle, mais ce serait génial pour vous. Parce que là, pour le coup, vous pouvez vraiment échanger sur du concret, quoi. Mais vous verrez que les gens, vous allez leur expliquer les protocoles, etc. Et soit ils vont pas vous écouter, soit ils vont pas retenir, soit ils vont pas vraiment s'intéresser, soit ils vont vous parler de la cousine, de la belle-sœur qui a aussi eu des jumelles en PMA. Enfin, vous voyez, des trucs complètement qui servent pas, quoi. Donc, n'hésitez pas aussi, vous, à dire ce dont vous avez besoin. Quand vous annoncez ça, peut-être, c'est peut-être ce que j'ai pas bien fait. Posez les bases. Dites aux gens, voilà, je vous l'annonce parce que je sais que ça va être un parcours qui peut être compliqué. Donc j'ai envie que vous soyez au courant. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai envie de le faire. Vous pouvez me poser des questions. Vous voyez, posez vos bases. Dites voilà, dites ce que vous avez envie en fait. Si vous avez juste envie de le dire et qu'on ne vous pose pas de questions, et en gros qu'on vous embête plus avec le fait de ah quand est-ce que tu vas avoir un enfant, vous le dites, vous dites écoutez, on rentre en PMA, voilà, on vous tiendra au courant quand on aura envie, mais ne posez pas de questions, on se lance dans un truc qui va être compliqué, on le sait, donc voilà. Ça peut être, voilà, nous on vous en parle, n'hésitez pas si vous avez des questions, on vous tiendra informé des étapes si vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment de poser le truc dès le début, de cadrer la chose. Après, vos besoins en soutien, ils vont évoluer. Au début, ça va plutôt être de l'euphorie, vous allez être content, vous allez vouloir partager, etc. Et après, si malheureusement, je vous le souhaite pas, mais si ça dure sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ben derrière, les gens, ils vont se lasser en fait. Ils vont se lasser, soit ils oseront plus vous demander parce qu'ils voudront pas vous faire de peine, soit ils vous feront des petites remarques qu'ils pensent drôles mais qui sont pas drôles, soit carrément ils seront totalement désintéressés et vous vous direz mais pourquoi je lui ai dit ça à lui alors que voilà, vous voyez. Donc ça évolue aussi. Donc si j'ai un conseil à donner, mais c'est vraiment mon ressenti, c'est peut-être de ne pas se précipiter tout de suite à le dire à beaucoup de monde et d'attendre de voir comment vous vivez le parcours, vous et votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Et le dernier truc que je voudrais rajouter, c'est surtout ne perdez pas de temps. Si vous sentez qu'il y a un problème, si ça fait plusieurs mois que vous essayez d'avoir un enfant, que ça ne fonctionne pas, si vous savez que vous devez passer par la PMA, ce qui était mon cas, je vous raconterai un jour, ne perdez pas de temps parce que les délais sont extrêmement longs. Pour vous donner un exemple, moi quand j'ai démarré, j'ai déjà mis 2 ans à me décider à démarrer, juste dans ma tête, et quand j'ai appelé pour le premier rendez-vous, il y avait 8 mois d'attente. Autant vous dire que ça met une claque parce que du coup, vous, quand vous avez pris la décision, vous avez envie que ça avance, et en fait, quand on vous annonce 8 mois de délai, déjà, ça fait mal au... voilà. Donc ne perdez pas de temps, parce qu'il y a aussi la question de l'âge. C'est vrai, c'est une réalité. Ok, pas tout le monde n'a une baisse de la fertilité à partir de 30-35 ans, mais c'est une réalité. Parce que vous avez aussi tous les examens qui peuvent prendre du temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ne perdez pas de temps, ça vous engage à rien de faire un rendez-vous. Avant d'arriver aux piqûres, il se passe plein de choses. Donc si vous couplez le délai d'attente pour avoir votre rendez-vous, les délais pour faire les examens, déjà, il se passe au moins 1 an avant que vous démarriez quoi que ce soit. Donc déjà, si vous mettez 3 ans à réfléchir ou à vous demander si potentiellement ce serait utile, vous avez perdu tout ça, vous voyez. Je vous dis ça parce que moi, clairement, j'ai perdu trop de temps juste en réflexion, alors que le délai d'attente pour le premier rendez-vous aurait suffi pour la réflexion, pour le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous allez rentrer en PMA bientôt, si vous débutez, si ça vous a servi. Partagez un petit peu votre ressenti. Je vous répondrai avec plaisir. Posez vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'alterner entre la PMA et le quotidien de maman. Voilà, à très très vite.